Merci beaucoup. Surtout un grand merci à la STGO de nous avoir invités pour parler de ce sujet important. Et puis aussi, merci à la STGO de maintenir le contact lors de ces temps difficiles et de mettre votre congrès que je connais depuis des années, malgré tout en distanciel, pour qu'on puisse toujours communiquer, mais en espérant vraiment que l'année prochaine, en 2021, nous pourrions se retrouver tous ensemble dans votre belle ville de Tunis. Donc, la question était, on discutait avec le comité scientifique et la question était, est-ce que vraiment on pouvait faire une certaine prévention de la prééclampsie? Est-ce qu'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité? Est-ce que c'est possible en 2020 de parler de ça? Et peut-on, par exemple, parler de risques combinés de prééclampsie au premier trimestre, comme nous parlons de risques combinés d'autres pathologies, plus particulièrement de la trisomie 21, depuis quelques années? Alors, avant de commencer le topo directement sur les prééclampsies, il faut quand même savoir que de plus en plus, nous avons acquis des nouveaux concepts dès le premier trimestre, et il faut le citer grâce à Kypros Nicolaides, qui a dit qu'il fallait inverser la pyramide de surveillance des soins, c'est-à-dire au lieu d'être dans ce ancien modèle, celui-là où en fait le médecin obstétricien ou spécialiste en médecine fœtale voyait très peu les patientes au départ, mais les voyait surtout à la fin, entre 30 et 34 semaines, et bien plutôt les voir presque toutes à 12 semaines d'aménorrhée et de choisir une population à risque qu'il va orienter vers un spécialiste en fonction bien sûr du risque que c'est. Et pour les patientes qui sont pas à risque, eh bien, ils vont se faire suivre par leur médecin habituel, et c'est la grande majorité, comme vous voyez cette flèche, et revenir seulement à la maternité au début du 9e mois, c'est-à-dire à 37 semaines d'aménorrhée. Donc, à partir de cette base, nous avons bien sûr fait les calculs de risque au premier trimestre. Nous avons de la trisomie 21. Nous tentons de le faire pour la prééclampsie, mais nous le faisons aussi pour les placenta accreta, pour le spina bifida et probablement un jour pour le risque d'accouchement prématuré. Donc, avant de rentrer dans le calcul de risque de ce tri 21, juste pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'un coefficient de vraisemblance ou likelihood ratio ou encore odd ratio. En fait, il s'agit d'un test qui va augmenter le risque relatif d'une pathologie. Donc, quand le likelihood ratio est supérieur à 1, eh bien, en fait, le test a augmenté le risque de cette pathologie. Quand il est inférieur à 1, il a diminué le risque de pathologie. On voit par exemple ici plusieurs choses. Vous voyez l'âge, la race, excusez-moi, caucasienne, africaine, l'Asie du Sud augmente le risque de prééclampsie précoce ou intermédiaire. Vous voyez que en Afrique, par exemple, puisque c'est le continent dans lequel nous parlons aujourd'hui, le risque de prééclampsie est multiplié par 3,6, c'est-à-dire que quand on a une personne qui est originaire d'Afrique, mais surtout d'Afrique noire, effectivement, je viens de dire, et vous voyez, par l'effectif pluriparité, c'est 3 fois plus. Et donc, on va faire, et je vous dirai ça dans une minute, un calcul de risque dès le premier trimestre pour avoir un calcul final. Donc, je reviendrai pas beaucoup sur la prééclampsie parce qu'on va en parler, mais juste pour vous dire que ça reste quand même une pathologie extrêmement importante. C'est plus de 50 000 décès par an sur notre planète. C'est la deuxième, entre deuxième et troisième cause de mortalité maternelle après les risques d'hémorragie de la délivrance. Et donc, vous voyez que le seul traitement curatif est d'accoucher la patiente pour arrêter ce mécanisme qui est infernal pour la femme enceinte. Encore une fois, sans rentrer dans la physiopathologie de façon importante, juste vous montrer cet article qui est de 2012, qui montre bien la différence entre une femme qui ne va pas faire de prééclampsie, qui a un diamètre
de ces artères qui, comme vous voyez ici, est relativement important, alors que vous voyez ici, est relativement petit sur le niveau des artères spiralées. Donc, bien sûr, on voit tout de suite que dans cette situation-là, la résistance vasculaire est donc augmentée. Il y a plusieurs phénomènes qui vont contribuer à ça et je reviendrai. Voilà les nombreux marqueurs qu'on a dans la prééclampsie. On ne va pas tous les utiliser, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a plus particulièrement le PLGF, il y a la PAPA, il y a le VEGF, mais nous, on va utiliser peu de rapports pour que ça soit, peu de marqueurs, hein, pour que ça soit pratique dans notre utilisation quotidienne. Là, c'est une description rapide de la prééclampsie. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que vous la connaissez très très bien. Juste pour vous dire que le retard de croissance intra-utérin est associé à la prééclampsie dans plus d'un tiers des cas et la mortalité est 5 à 30 fois supérieure par rapport aux enfants nés de mère non prééclampsie. La mortalité, bien sûr, néonatale, périnatale. Bien que la physiologie ne soit pas très bien élucidée, mais on vous en a déjà parlé avant, juste je voulais dire que globalement, la réduction des échanges fœtoplacentaires diminue la prostacycline et augmente la thromboxane A2. Déjà, quand on a retenu ces deux variations, on va comprendre tout de suite que quelque part, l'aspirine a été connue pour augmenter la prostacycline et pour diminuer le thromboxane A2. Donc, on dit, ah bah oui, tiens, c'est intéressant, maintenant on arrive à mieux comprendre pourquoi éventuellement l'aspirine donnée à bonne dose, c'est-à-dire à la dose de 160 mg jour le soir et débutée au premier trimestre, peut améliorer ce tableau clinique en améliorant la perturbation de ces facteurs. Les autres facteurs peuvent aussi être explorés, notamment le PLGF qu'on fait de plus en plus. Donc, c'est en observant ces mécanismes qui vous ont été décrits, on a dit, et pourquoi pas l'aspirine? Pourquoi pas l'aspirine? Car cette aspirine va pouvoir aider une fois qu'on a fait le dépistage. Alors, est-ce que le dépistage précoce est possible et pourquoi? Pourquoi il faut le faire? Eh bien, bien sûr, parce qu'on peut agir sur les facteurs étiologiques de l'insuffisance placentaire, c'est-à-dire peut-être baisser l'hypertension artérielle, améliorer, faire attention à la prise pondérale et donner certainement un traitement adéquat, c'est-à-dire l'aspirine. Pour qui? Eh bien, effectivement, il faut choisir une population à haut risque. Alors, bien sûr, on devient tout de suite à haut risque si on a, comme je disais tout à l'heure, par exemple, le syndrome d'antiphospholipide, si on a des antécédents, si on est âgé, si on a de l'obésité ou si on a une hypertension artérielle euh, euh, au préalable. Et bien entendu aussi les primipares qui ont un risque nettement supérieur. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est possible de donner un traitement? Eh bien, vous voyez l'étude ASPRA, excusez-moi, l'étude ASPRA qui a été effectuée entre autres avec monsieur Nicolaïdes et nous en France on a fait aussi l'étude Perastin. L'étude ASPRA avait été arrêtée avant la fin, c'est-à-dire qu'il fallait 2000 patients randomisés et l'étude a été arrêtée à 1776 patients randomisés parce que quand on avait eu 798 patientes traitées par aspirine et 822 traitées par placebo, les résultats étaient flagrants avec un P inférieur à 0,01, notamment pour les prééclampsies précoces à 34 semaines d'aménorrhée, avant 34 semaines d'aménorrhée. Avec l'aspirine, il n'y a eu que 3 cas de prééclampsie précoce et sévère, soit 0,38, alors que le placebo en avait 15, c'est-à-dire 5 fois plus, donc le P était inférieur à 0,01, et donc ça, c'était suffisant statistiquement pour dire stop, on arrête l'étude. Il s'agit bien sûr d'un traitement qui marche. Alors, comment? Eh bien, nous, au CHU de Tours, et M. Perrotin en dira certainement deux mots, on, on, on a déjà notre logiciel, mais vous pouvez avoir accès à ce logiciel assez facilement dans le calculateur de la FMF. Vous voyez qu'on peut
rentrer ici, c'est gratuit, rentrer ici le poids, la taille, l'origine raciale, s'il y a ou pas une HTA, s'il y a un antécédent de prééclampsie, si la conception c'était spontanée ou bien une FIV, on sait que les FIV augmentent le risque de prééclampsie. S'il s'agit d'une nulligeste, enfin primigeste nullipare, ou si c'est plusieurs grossesses, on va rentrer la LCC, donc c'est un examen qui se fait donc entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée. On va mettre la clarté nucale entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée. On va mettre la moyenne de l'index de pulsatilité des deux artères utérines mesurées à droite et à gauche, et on va faire la moyenne. On va prendre la tension artérielle moyenne et on va mettre le taux de PAP-A, qui, vous savez, est diminué s'il y a un risque de prééclampsie, et le taux de PLGF. Et on va calculer et ça va nous donner un risque. Deux mots justement sur le Doppler de l'artère utérine. Là, vous voyez, on s'est dit que le Doppler de l'artère utérine à 12 semaines d'aménorrhée, on pensait qu'il fallait le mesurer comme celui qu'on faisait à 22 semaines d'aménorrhée. Or, il n'en est rien. Il faut que ce soit au départ des deux artères utérines, c'est-à-dire très proche du canal cervical. Il faut donc vérifier le canal cervical, se translater à droite et à gauche pour mesurer cette artère. On va la voir. Il faut une porte d'ouverture, une porte de tir de 2 mm, un angle inférieur à 30 degrés. Et il faut qu'on obtienne une vélocimétrie, une VS supérieure à 60 cm/s, ce qui veut dire qu'on est au départ de l'artère, et avoir au moins 3 cycles de suite respectés. Donc voilà la photo princeps du premier article de site de mesure qui avait été publié en Londres. Et voilà comment sont habituellement, vous voyez là, c'est un risque habituel, là, c'est comment sont les artères utérines en dehors de la grossesse. Voilà comment ils sont quand on est enceinte, c'est-à-dire on a une augmentation, une vasodilatation, donc une baisse des résistances, mais que malheureusement, s'il y a une raison pour une autre, on peut avoir une résistance qui va augmenter, c'est-à-dire une rediminution du diamètre des artères qui fait que la résistance va être augmentée. Il faut évaluer les opérateurs. Vous savez que la STGO est partenaire du CFEF pour faire des évaluations des pratiques professionnelles. Donc, comme vous voyez ici, on peut faire une évaluation des pratiques professionnelles du T1. C'est-à-dire, on demande, nous, aux Français qui veulent faire du dépistage de prééclampsie, de faire une évaluation de pratiques professionnelles comme pour les mesures des nuques. On va leur demander de nous envoyer 10 patientes consécutives avec les mesures des deux artères et la visualisation du canal cervical. On va leur donner un certificat avec leurs notes pour leur demander de s'améliorer sur une partie bien particulière. Et pour finir, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Madame X, qui est sa première grossesse, elle a 40 ans, elle a une IMC confortable à 35, elle n'a pas d'antécédent. Elle vient nous voir, elle a un risque d'emblée de 1 sur 164 de prééclampsie sévère avant 34 semaines et de environ 2% à 37 semaines. Là, si on prend seulement son âge et le fait qu'elle soit nullipare et son IMC, on tient ce risque-là. Si on fait la mesure de la pression artérielle moyenne, qu'elle est à 80 mm/s, à 80 mm de mercure, pardon, si la PAP-A est à 2 multiples de la médiane, même sans faire le BLGF, on fait le Doppler des artères utérines qui est normal, eh bien, vous voyez, qui est à 0,81 d'index de pulsatilité, eh bien, son risque passe de 1,91 à 0,17, c'est-à-dire là, pas besoin de la traiter, pas besoin de l'inquiéter, le risque de prééclampsie est faible. Si, donc 11 fois inférieur. On prend cette même patiente, mais on voit qu'elle a une pression artérielle de 110 mm de mercure, la PAP-A est plutôt diminuée à 0,5 et le Doppler des artères utérines, vous voyez, est à 2,71 l'IP. Et donc là, on va recalculer le risque et il passe de 1 sur 164 à 7,5% de risque de prééclampsie sévère et précoce et surtout à 15% après 37 semaines. Donc, on a une augmentation de 8 fois plus. Donc, bien sûr, cette dame, il faut lui commencer l'aspirine à une dose de 160 mm à 160 mg, excusez-moi, le soir,
dès 12 semaines d'aménorrhée. Donc, entre 1 et 1 sur 150, c'est haut risque. Entre 1 sur 50 et 1 sur 100, c'est risque intermédiaire. Inférieur à 1 sur 100, c'est risque faible. Exactement comme on fait dans les trisomies 21, mais là, c'est pour la prééclampsie. Et donc, on va pouvoir traiter, par exemple, on décide qu'on traite celles qui sont supérieures à 1 sur 100 par le cardégique, comme je vous ai dit, et rajouter deux autres échographies, une à 28 et une à 36. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus un investissement qui est énorme. Au lieu de faire 12, 22, 32, on fait 12, 22, 28, 32 et 36. Et on fait une consultation d'obstétricien mensuel, puis sage-femme à domicile avec un monito à partir de 26 à 28 semaines d'aménorrhée. Donc, vous voyez, en conclusion, une seule, la prévention est meilleure que le traitement curatif. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci de votre attention.